Merci le député. La parole est à Madame Cécile Untermeyer pour la Nouvelle Gauche. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame la Présidente rapporteure, mes chers collègues, les projets de loi organique et ordinaire pour rétablir la confiance dans l'action publique, ainsi nommés par le gouvernement, sont une fois encore des lois de circonstance, des lois de réaction à l'exaspération et l'incompréhension de l'opinion publique. C'était l'affaire Cahuzac en 2013, c'est l'affaire Fillon en 2017, mais à nous, Madame la Ministre, d'en faire de grandes lois. Vous noterez au passage que ces parlementaires avaient occupé des fonctions ministérielles du plus haut niveau et que ce simple constat devrait nous conforter dans l'obligation d'adopter dans le même temps des règles similaires de probité et d'exemplarité pour les membres du gouvernement, leur cabinet et la haute administration avec laquelle ils travaillent étroitement. Elles sont aussi le fruit, plus spécifiquement ici, de circonstances politiques, l'accord scellé entre Emmanuel Macron et François Bayrou sur la promesse d'une loi de moralisation de la vie politique. Elles sont présentées comme s'inscrivant dans le travail largement reconnu que nous avons mené depuis 2013, 2015, 2016, avec des lois majeures mettant en place la haute autorité, le parquet national financier, des obligations déontologiques pour les fonctionnaires, mais aussi les magistrats et le Conseil supérieur de la magistrature. Seuls échappent désormais à cette exigence de déclaration d'intérêt de situation patrimoniale dans la sphère publique les membres du Conseil constitutionnel, et pourtant ne rendent-ils pas des décisions insusceptibles de recours dont l'importance doit être entourée de toutes les garanties que texte après texte nous tentons d'apporter. Mais nous reprendrons avec vous, Madame la Ministre, si vous le voulez bien, une proposition de loi que nous avions adoptée à ce sujet lors de la dernière mandature et soutenue d'ailleurs par le garde des Sceaux d'alors, Jean-Jacques Urvoas. Transparency International, le Gréco, Anticor, toutes ont délivré un satisfecit par rapport à ce travail que nous avions fait dans le précédent quinquennat. Alors je ferai quelques remarques générales. La première de mes remarques est un regret. Regret, celui que l'on ne puisse mener une réflexion approfondie sur ces questions fondamentales de déontologie, sur ces principes généraux qui doivent orienter notre travail et non se limiter, comme ici, à une succession de réponses précipitées à une opinion publique, fracassée par des comportements que les parlementaires ordinaires que nous sommes ne pouvaient imaginer. Une incompréhension sur l'affichage de cette précipitation. Le Conseil d'État dénonce d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, une étude d'impact insuffisante. Nous aurions pu refuser l'examen de ce texte en commission pour ce motif. Nous aurons donc des propositions d'amendement pour redonner toute son utilité à l'étude d'impact dans l'examen mené par la représentation nationale sur les projets de loi qui lui seront soumis. Ma deuxième observation est que ce texte, dont l'ambition est de rétablir la confiance dans l'action publique, ne répond qu'imparfaitement à cette préoccupation fondamentale. Outre l'insuffisance, je dirais même l'hypocrisie des réponses en matière de conflit d'intérêts, l'activité de conseil en particulier, il manque, à mon sens, deux grands axes de réflexion que le Sénat, d'ailleurs, a tenté en vain de corriger. Le premier est sur l'action publique proprement dite et sur la nécessité de garantir l'effectivité des décisions prises par les pouvoirs publics. La confiance passe par la réponse effective et rapide aux problèmes rencontrés par nos concitoyens. Ce sont les agriculteurs et la PAC, par exemple, qui attendent 2 ans le versement d'une subvention. La confiance, elle passe aussi par la transparence, la suppression de tous les cas de suspicion d'intérêt, de privilèges matériels inutiles, de carrières hors du droit commun, tant pour les élus que pour les membres de la haute fonction publique, qui naviguent entre fonction publique et sphère politique, dans un va-et-vient continuel qui nous oblige à poser des règles de cloisonnement. Quand le seront-elles? Au prochain scandale? Madame la Ministre, pouvez-vous vous engager sur la production d'un texte concernant une haute fonction publique qui nous dirige, puis des collectivités locales dans les 6 ou 12 mois qui viennent? L'autre axe, c'est celui de la démocratie. Le Parlement du non-cumul des mandats, l'équilibre des pouvoirs exécutifs et législatifs, la place du citoyen dans l'action publique. Nous qui sommes mobilisés
pour faire adopter ce texte difficile sur le non-cumul des mandats. Nous l'avons fait pour un Parlement du futur, qui réponde aux attentes des citoyens, qui fasse entrer le débat participatif dans nos décisions. Un Parlement qui négocie plus qu'il ne suit la volonté de l'exécutif. Un Parlement où des majorités de conviction se forgent au regard de l'intérêt général. Cette vision est essentielle pour définir les justes règles de déontologie que nous devons voter. Ma troisième observation, je parlais effectivement d'une loi difficile à faire adopter. Ma troisième observation porte sur l'absence de pertinence de certaines dispositions que vous nous demandez d'adopter dans cette précipitation. Pourquoi nous hâter de supprimer une réserve parlementaire dont la majorité découvre son mode de fonctionnement? Nous pourrions l'entourer de garanties de participation citoyenne. Pourquoi déjà et si vite une banque de démocratie dont le projet est tellement vague que nous ne pouvons nous en dessaisir au profit du gouvernement? Au surplus, en l'absence de toute urgence électorale justifiant de débattre dans ce texte de ces questions. Le caractère vague, d'ailleurs, m'interroge. Sur sa constitutionnalité, le Conseil constitutionnel ne considérerait-il pas qu'il y a une incompétence négative du législateur sur cette question? Enfin, ces deux textes sont débattus avec la perspective à l'automne de la révision constitutionnelle. Certains dénoncent une absence de méthode, la charrue avant les bœufs, comme on dit chez nous. Cette révision constitutionnelle tend à la réduction d'un tiers des membres du Parlement, laquelle, ajoutée à une dose de proportionnelle, renvoie à des circonscriptions immenses, enterrant définitivement l'espoir pour les élus que nous sommes de travailler dans la proximité, en plus de l'impartialité recherchée. N'oublions pas que la force du parlementaire est d'être à la fois un élu de terrain et un législateur. S'il perd le terrain, il ne sera plus qu'un législateur et sera très vite dépassé par la compétence juridique d'une haute administration et des cabinets ministériels. Préservons le Parlement, ne l'affaiblissons pas par des orientations discriminantes pour nos campagnes et les acteurs locaux qui y vivent. Rappelons-nous que c'est à l'échelle locale que se joue la confiance dans la vie démocratique et que le parlementaire qui travaille dans la proximité et l'impartialité est rarement déçu de la qualité du lien de confiance qu'il tisse avec les citoyens. Sur les textes eux-mêmes et sur les dispositions médiatiquement annoncées, oui à l'interdiction des emplois familiaux. L'exaspération de l'opinion publique devant le népotisme pratiqué par quelques élus au profit des membres de leur famille est le moteur de cette disposition qui s'impose à nous au regard du caractère gravissime des dérives d'emplois fictifs observées. Ce critère de parenté est inédit. Il s'impose parce que la présomption de soupçon est trop forte. Même si faire obstacle à un tel emploi, alors qu'on en a les compétences, l'envie, l'expérience professionnelle, a soulevé des doutes légitimes. Mais au-delà de ce critère, il nous faut garantir l'effectivité du travail accompli, organiser la mise à disposition des partis, réfléchir sur les conditions de recours aux collaborateurs et assistants parlementaires, comme d'ailleurs aux membres des cabinets ministériels, dans la transparence, mais aussi l'égalité des chances. Oui au quitus fiscal, oui à l'extrait de casier judiciaire vierge, nouvelle formule, oui au contrôle des frais de mandat. Nous avons des propositions réalistes et efficaces en la matière. Oui à la transparence dans le financement des partis politiques, il y a tant à dire. Oui à l'introduction de nouvelles incompatibilités avec le mandat de parlementaire et interdisons l'activité de conseil de manière radicale, telle que d'ailleurs l'avait fait valoir notre président de la République. Non à une définition du conflit d'intérêts maison pour les parlementaires qui gommerait de manière très contestable l'existence de conflits d'intérêts publics avec d'autres intérêts publics. Non à une suppression dans ce texte de la réserve parlementaire. Nous aurons des propositions en ce sens à vous faire. La désincarnation du parlementaire que vous nous proposez ne nous convient pas. La réserve ministérielle n'obéit à aucune règle de transparence. Elle doit être réformée et même abandonnée. Au moins là-dessus, Madame la Ministre, suivez-nous. Oui à des mesures que nous allons vous proposer de non-cumul des indemnités des parlementaires avec d'autres mandats électifs, d'encadrement de leurs activités professionnelles. Le prochain scandale médiatique se nichera sans doute là. Alors sur ce point aussi, Madame la Ministre, suivez-nous. Oui à la responsabilité, enfin, des ministres, des élus, donc justiciables, de leur gestion des fonds publics devant la Cour des comptes, ainsi que le propose le député René Deuzière. De nombreux amendements seront discutés.
Il ne s'agit pas d'une guerre de tranchées, mais de la démocratie et de notre exigence de l'avoir garantie dans ses équilibres et objectifs de clarification de l'exercice du mandat électif et du pouvoir politique. Je vous remercie. Merci.